d'Hubert Touzard sur la dynamique de la conflictualité et de la flexibilité au sein de négociations. Alors, quand on parle de conflit, la médiation et la négociation sont jamais très loin. Donc, est-ce qu'elles sont antinomiques? Est-ce qu'elles sont opposées au conflit? Est-ce qu'elles peuvent se combiner avec lui? Bien, c'est en particulier sur toutes ces questions qu'Hubert va intervenir aujourd'hui. Je veux vraiment le remercier d'être venu parmi nous parce qu'il n'y a pas quand même, il y a pas beaucoup de personnes plus au fait et plus connues sur les questions de négociation qu'Hubert Touzard. Donc je veux vraiment le remercier et on va bénéficier de ses lumières maintenant, immédiatement. Merci de votre présentation et c'est pour moi un grand plaisir d'être là et je vous remercie de m'avoir convié. Je suis très honoré de parler des spécialistes des conflits du territoire dont je ne suis pas un spécialiste, je le dis tout de suite. Mes recherches ont surtout porté sur les conflits du travail, donc, et non pas sur les conflits du territoire. Mais bon, on peut extrapoler d'un contexte à un autre assez facilement. Donc ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de la conflictualité pour entrer dans une perspective plus coopérative au sein de négociations. Je voudrais partir du fait que nous constatons tous qu'il y a des négociations très difficiles. Les négociations sont parfois très longues. La négociation pour terminer la guerre du Vietnam a duré 3 ans. Les négociations entre Israël et la Palestine n'ont pas fini. Ça fait plus de 60 ans que ça dure. Actuellement, en Colombie, pour mettre fin au conflit des FARC et du gouvernement colombien, il y a une négociation en cours depuis 3 ans. Ça prend là aussi du temps. Problème d'Israël, j'y reviens, il y a eu de très nombreuses négociations. D'abord des négociations non officielles, bien évidemment, mais on ne négociait pas pour Israël avec des terroristes. Donc, il n'était pas question de négocier avec des Palestiniens. Pour négocier, une des conditions, c'est quand même qu'on reconnaisse les adversaires comme des gens avec qui on peut parler, ce qui n'était pas le cas dans les négociations avant. Alors, la première grande négociation, c'est la reconnaissance par Israël que les Palestiniens pouvaient être des gens avec qui on parle, avec qui on négocie. 91. Et puis il y a eu Oslo après. Malheureusement, il y a eu l'Intifada. Puis 2000, Camp David, tabac, etc. Bon, on y est toujours. Négociations qui n'aboutissent pas. Combien de temps vont durer les négociations de Syrie? On peut s'interroger là aussi. Combien de temps ça va durer? Je viens de lire dans la presse qu'il y avait actuellement une négociation qui redémarre cette semaine sur le droit de la mer au niveau à l'ONU. Les spécialistes disent que cette négociation qui redémarre pour aller plus loin dans le droit de la mer pourrait s'étendre jusqu'en 2020. Là aussi, on fait le pari que ça va être très long. Donc, ceci pour dire que les négociations sont souvent fort difficiles et qu'on a beaucoup de mal à sortir de la conflictualité. Alors, je voudrais démarrer pour vous faire comprendre quelles sont les grandes dimensions à l'œuvre dans toutes les négociations, quelles qu'elles soient, quel que soit le contexte. Et pour cela, je fais référence donc à un modèle théorique qui est dû à 2 auteurs nord-américains qui s'appellent Walton et McCarthy, qui ont écrit un livre dans les années 65, quelque chose comme ça, qui a été réédité en 91 et qui est centré sur justement la dynamique de la négociation. Et donc, Walton et McCarthy font l'inventaire des grandes dimensions à l'œuvre dans les négociations. Alors, la première dimension, c'est celle à laquelle on pense, c'est effectivement ce qu'ils appellent la dimension distributive.
Alors, vous arrivez à lire, ça va? C'est clair? Alors, je vais quand même lire un petit peu avec vous ce dont il est question. Donc, il est bien dit, il s'agit du sous-système d'activité orienté vers les objectifs de chaque partie qui sont en conflit. Les objectifs sont en conflit les uns avec les autres. Ce que l'un gagne, l'autre le perd. Et ceci renvoie donc à la théorie des jeux que vous connaissez sans doute tous. Jeu à somme nulle. Autrement dit, ce que l'un perd, l'autre le gagne. Et la seule solution possible dans un tel contexte, avec cette dimension, c'est le compromis. Bon. Deuxième grande dimension. Donc ça, c'est l'aspect conceptuel. Finalement, il y a des comportements très compétitifs. Chacun cherche à gagner le maximum. Deuxième dimension, heureusement présente dans beaucoup de négociations, ce que les auteurs appellent la dimension intégrative, qu'ils définissent de la manière suivante. Cette dimension renvoie au sous-système d'activité orienté vers les objectifs de chaque partie, alors que ces objectifs ne sont pas incompatibles et qu'ils peuvent, à un certain degré, être intégrés les uns avec les autres. D'où le nom de dimension intégrative. Il s'agit d'un jeu à somme non nulle, pour revenir à la théorie des jeux, c'est-à-dire qu'il y a des solutions où chacun peut y gagner quelque chose. C'est ce qu'ils appellent les solutions intégratives. Ces solutions intégratives sont des solutions créatives qui permettent à tout le monde de gagner quelque chose. Voilà. Et non plus l'un qui perd et l'autre qui gagne. Donc des solutions satisfaisantes pour tout le monde. Voilà les deux grandes dimensions dont parle Walton McCarthy. Et je vais y revenir un petit peu plus dans quelques temps. Je finis de passer en revue les dimensions dont parle Walton McCarthy. Troisième dimension, la structuration des attitudes. Ce sont les relations qui s'établissent entre négociateurs et entre parties, entre les parties en jeu dans la négociation. Alors, ça fait référence à beaucoup d'attitudes différentes. Ça peut être l'hostilité, la confiance, la méfiance, la collusion, une certaine amitié parfois. Voilà. Donc, ce qui se passe entre négociateurs, mais aussi les relations, les attitudes qu'on peut avoir les uns par rapport aux autres en tant que partie, en tant que groupe qui négocie ensemble. Donc là, c'est ce qui se passe finalement entre les personnes dans la négociation. Et la quatrième dimension, c'est ce qu'il appelle la négociation intra-organisationnelle. C'est dans toute négociation, à un moment, toute négociation un peu difficile, à un moment ou à un autre, il va falloir revenir vers ses mandants et leur dire, ben voilà, on n'y arrive pas, il faut changer. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? C'est cela que je voudrais maintenant vous montrer. Donc, ce modèle, vous voyez, les auteurs apparaissent à la fin de cette projection. Walton McCarthy, A Behavioral Theory of Labor Negotiation. Ils sont partis à partir de négociations, ils ont établi ce modèle à partir de négociations dans les conflits du travail aux États-Unis, mais finalement, on retrouve ce même modèle dans tous les contextes de négociation. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire. Je serai content de répondre à vos remarques ou à vos questions. Alors, pour illustrer cela, je vais avoir recours à deux nouvelles projections. Voilà, pour illustrer ce qui se passe au niveau des négociations telles que Walton McCarthy nous les décrivent. Alors, supposons qu'il s'agisse d'une négociation salariale. Donc, vous avez en haut les aspirations du syndicat. Donc, vous avez la marge de manœuvre du syndicat qui va depuis ce que les auteurs appellent la cible
du syndicat, c'est-à-dire ce que vous voyez à 1500 et quelques, supposons qu'il s'agisse de négocier le salaire minimum mensuel. Donc les syndicats, eux, dans leur tract, ils disaient on veut 1600 € par mois. Bon, finalement, leur cible, c'est d'obtenir 1500 et quelques, 1520. Mais pour eux, pour les syndicats, il n'est absolument pas question d'obtenir la moindre solution à moins de 1220, ce qu'ils appellent le point de résistance du syndicat. Le point de résistance ou le point de rupture du syndicat, c'est le point en deçà ou au-delà duquel aucun accord n'est possible. Donc vous voyez qu'il y a une marge de manœuvre syndicale depuis 1220 jusqu'à 1520, en gros. Voilà. Ça, c'est la marge de manœuvre syndicale. Maintenant, si on passe au niveau de la direction, on fait le même constat, mais évidemment, ça va dans l'autre sens. Puisqu'il s'agit de négocier, la cible de l'entreprise, c'est de ne pas donner, et la cible de l'entreprise, c'est de donner 1220 à peu près, un peu moins de 1220. Ça, c'est la cible de l'entreprise que vous voyez là. Je ne sais pas si mon doigt est visible. Et le point de résistance de l'entreprise, au-delà duquel aucun accord n'est possible, c'est 1450, par exemple, 1440. Donc on voit que la marge de manœuvre de l'entreprise, la marge de manœuvre syndicale se recouvre. Il y a une zone d'accord positive. Donc il y a un accord théorique possible dans un tel contexte, puisque les points de résistance se recouvrent. La marge de manœuvre se recouvre, les points de résistance ne sont pas éloignés. Donc un accord est possible en théorie. Maintenant, est-ce qu'ils y arriveront? Ça, c'est une autre affaire. Le schéma d'en dessous vous montre ce qui se passe quand les points de résistance ne se recouvrent pas. Lorsque les marge de manœuvre ne se recouvre pas. On voit bien que dans l'exemple en dessous, le point de résistance syndicale est beaucoup plus élevé, il est à 1420 ou 1430, et que le point de résistance de l'entreprise est à 1350. Il n'y a pas recouvrement des marges de manœuvre. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'accord possible, puisque les marges de manœuvre ne se recouvrant pas, il y a ce que les auteurs appellent une zone d'accord négative. Voilà, donc ça c'est pour illustrer ce qui peut se passer lorsque les points de résistance ne se recouvrent pas, c'est ce qu'on appelle l'impasse. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Chacune des parties va renégocier avec ses propres mandants pour leur dire, voilà, c'est l'impasse, on n'y arrive pas, il faut changer, il faut faire de nouvelles concessions, il faut qu'on se rapproche un peu des autres. Autrement dit, il faut modifier les points de résistance et les faire converger. Jusqu'à ce qu'ils convergent, à ce moment-là, un accord est sans doute possible. Un compromis est à ce moment-là possible. Mais ça n'est pas jouable toujours très rapidement. Ça peut prendre du temps. Une négociation interne est souvent également une négociation difficile. Parce que les impératifs sont variés. Il peut y avoir des conflits internes, il peut y avoir des objectifs un peu différents à l'intérieur de la direction de l'entreprise. De même qu'à l'intérieur d'un syndicat. En France, quand il y a plusieurs syndicats, il peut y avoir des positions différentes des syndicats entre eux, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails sur ce plan. Ce que je voulais vous montrer, c'est donc l'intérêt du modèle de Walton McCarthy, c'est qu'il nous montre qu'il y a deux grandes dimensions. Cette dimension conflictuelle que nous venons de voir, où chacun cherche à maximiser ses gains, et où finalement chacun cherche à gagner le maximum, c'est ça, et qui peut déboucher dans le deuxième schéma sur une impasse, mais qu'il y a une autre dimension, qui est ce que les auteurs appellent la dimension intégrative, c'est-à-dire une orientation un peu plus coopérative, la mise en place d'une motivation de finalement coopérer avec les autres. Qu'est-ce que c'est que la dimension intégrative? C'est gagner
avec les autres et non pas contre les autres. Mais cela est difficile et on y reviendra tout à l'heure. Ce que je voudrais faire, vous expliquer, qu'est-ce que c'est qu'une solution intégrative? Quelques mots là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une solution créative qui permet à tout le monde de gagner? Eh bien, c'est par exemple, quand on négocie sur le plan salarial, c'est de maintenir les positions qu'on a, mais de faire des compensations sur un autre thème, sur un autre sujet. Si on négocie sur le plan salarial, l'entreprise ne veut pas donner plus d'1% d'augmentation. Du côté salarial, on veut 3% de plus. Bon, on voit bien que là, on ne peut pas se mettre d'accord. À ce moment-là, on peut essayer, par le biais de compensation, de permettre à tout le monde de gagner quelque chose. Et l'entreprise peut dire, écoutez, alors, on ne se met pas d'accord là-dessus, mais et si on vous proposait plus de congés? Ce serait peut-être une solution. Donc faire des compensations, ça c'est ce qui peut permettre une solution où tout le monde y gagne quelque chose. Les salariés n'obtiendraient pas au niveau salarial, mais ils obtiendraient plus de congés, par exemple. Voilà. Donc, un exemple de solution intégrative par les compensations. Il y a des cas où on peut ne pas avoir les mêmes priorités. Je prends un exemple dans le domaine des négociations commerciales. L'acheteur et le vendeur négocient ensemble. Le vendeur, lui, il veut chercher à gagner le maximum au niveau du prix. L'acheteur, lui, il a besoin du produit tout de suite. Donc les priorités peuvent être différentes. L'acheteur, lui, ce qui lui convient, c'est d'être livré assez rapidement. Peut-être il pourrait céder au niveau du prix. Et le vendeur, obtenant le prix qu'il voulait, en livrant le plus vite possible. Donc c'est ce qu'on appelle un échange au niveau des priorités. Quand on négocie sur plusieurs thèmes, on peut à ce moment-là accorder la priorité, concéder le maximum dans la priorité de l'autre et que l'autre vous accorde le maximum dans votre priorité. Ceci est vrai lorsque les priorités sont différentes. Le problème dans les négociations, c'est qu'on s'avoue rarement qu'on a des priorités différentes. Et donc, voilà les difficultés. Mais une solution intégrative, c'est cela, c'est concéder au niveau du prix pour l'un et concéder au niveau du délai de livraison pour l'autre. Et d'entrer dans la priorité de l'autre. Voilà une solution constructive. Il y a aussi la possibilité de négocier à long terme. Dans des négociations, on peut longtemps discuter au niveau du court terme, on est vraiment dans le court terme, et puis s'apercevoir que finalement, si on faisait des concessions au niveau du long terme, on arriverait à s'entendre, parce que là, les intérêts pourraient être les mêmes. Dans une entreprise, finalement, entre salariés et direction, l'intérêt, c'est la pérennité de l'entreprise. Donc le long terme, essayer de se mettre d'accord sur un long terme qui rassemble et qui permet aux objectifs de s'intégrer, comme me disent Walton McCarthy. Donc la dimension intégrative, c'est ça. J'avais été intéressé, mais je ne vais peut-être pas entrer dans trop de détails, par une solution intégrative dans une négociation internationale. C'était quand l'ONU cherchait à contrôler ce qui se passait en Irak au niveau des armes nucléaires et des armes non conventionnelles. Et il y avait donc une commission de l'ONU qui allait inspecter les zones, les usines et les sites militaires en Irak, du temps de Saddam. C'était du temps de Saddam. Et puis, il y a eu un gros problème, c'est que la commission de l'ONU voulait inspecter tous les sites
Et Saddam Hussein, lui, ne voulait absolument pas qu'on visite les sites présidentiels, car il y allait de sa dignité de président de l'Irak. Et donc ça a duré longtemps, jusqu'au moment où finalement, les diplomates qui négociaient, les membres de la commission de l'ONU et les représentants de Saddam Hussein ont fini par se mettre d'accord sur une solution qui est une solution intégrative. L'idée, c'était, les sites présidentiels de Saddam Hussein sont des sites un peu particuliers. Donc pourquoi ne pas, pour ces sites, adopter une procédure un peu différente? Et finalement, ils ont proposé à la délégation irakienne que les sites présidentiels soient visités par une commission différente, composée surtout de diplomates et de quelques spécialistes des armes nucléaires. Et donc, ceci a eu l'accord des représentants de Saddam Hussein parce qu'on avait respecté la dignité présidentielle de ces sites. Donc finalement, la commission qui venait visiter les sites présidentiels n'était pas la même que la commission qui visitait les usines. Et donc, la dignité présidentielle de Saddam Hussein avait été préservée et l'accord a pu se faire. Donc voilà, un exemple de solution intégrative un peu différente, mais où on cherche à faire gagner tout le monde. Ce n'est pas simple. Alors, pour illustrer ce qu'on appelle dimension intégrative et dimension distributive, je vais vous donner quelques exemples. Avec mes étudiants, quand j'étais en activité, on a fait pas mal de recherches sur la négociation, la médiation, et on a élaboré une grille d'analyse des négociations. Et c'est de cela que je voudrais vous dire quelques mots maintenant. À partir de négociations que nous avons observées, et ce n'est pas simple d'observer des négociations, nous avons observé des négociations dans les conflits du travail et des négociations commerciales. Donc voilà. Et à partir de ces textes qu'on a réussi à élaborer en participant, alors mais c'est pas moi qui participais, mais c'est mes étudiants qui allaient à 2 ou 3 dans une délégation. En général, c'était côté syndical, parce que c'était plus facile d'accéder à ce genre de délégation. Et ils étaient silencieux et ils observaient tout ce qui se disait au cours de quelques séances de négociation. Ce qui fait qu'on a pu élaborer des textes précis de négociation réelle. Et c'est à partir de cela que nous avons élaboré une grille d'analyse des négociations. Alors, on a justement... Je voudrais vous donner quelques exemples. Qu'est-ce qu'on entend par dimension intégrative, dimension distributive? Alors sur il y a cinq grands thèmes. Les interventions relatives au contenu. Donc vous voyez une première qui s'appelle A1. Vous arrivez à lire ça? C'est lisible? Donc A1, c'est présente sa position, la répète, etc. Voilà. Je passe à A5, c'est réserve sa position, refuse de s'engager sur la proposition de quelqu'un. Et A6, rejette explicitement la proposition de quelqu'un d'autre. Donc ce que vous avez en bleu, c'est ce qui fait problème finalement. C'est ce que nous appelons la dimension distributive. Parce que répéter sa position, ça ne nous amène pas vers un accord. Refuser de s'engager, c'est dire par exemple, ah ben, nous on n'a pas du tout été mandatés pour ça, on ne peut pas vous donner une réponse positive, c'est avoir. Ou bien A6, c'est impossible de vous donner satisfaction sur ce plan. Donc c'est le rejet. Donc on voit bien, ce qui est en bleu, c'est du distributif. Et par contre, si on voit ce qui est en vert, c'est A2, fait une proposition nouvelle ou une proposition supplémentaire par rapport à la position de départ ou à la position qui avait été déjà répétée, fait une proposition qui intègre les éléments de la proposition de quelqu'un d'autre.
Donc on tient compte de ce que vient de dire quelqu'un pour dire, ah ben oui, tiens, on pourrait ajouter ça dans notre texte. Et A4, c'est aligne sa position sur celle de quelqu'un d'autre. Donc on voit bien là que c'est tout à fait différent. Au niveau des positions, là, il y a un mouvement vers les autres. On fait de nouvelles propositions ou bien on intègre certains éléments d'une proposition d'un autre, etc. Si on suit deuxième niveau, deuxième catégorie d'intervention, ce que nous avons appelé les interventions de pression. Les interventions de pression sont, comme vous le voyez, tout en bleu. Pourquoi ? Parce que toutes ces interventions de pression sont des interventions qui ont pour but d'essayer de l'emporter, d'emporter le morceau et de faire pression sur l'adversaire pour qu'il cède. C'est menace ou mise en garde. Ça, c'est B1. B2 fait des promesses implicites ou explicites, de même que les menaces peuvent être aussi implicites. Fait référence, ça c'est B3, à un mandat ou à un engagement obligatoire. On ne peut pas. Ça, c'est, vous devez, nous devons faire ceci, on ne peut pas faire autre chose. Et on fait pression sur l'autre pour lui montrer qu'on est lié par un mandat. B4, c'est appel à des concessions. Ben, qu'est-ce que vous proposez pour que vous constamment vous répétez la même chose? Mais faites-nous des concessions. À ce moment-là, on pourra peut-être trouver un accord. Voilà, c'est ce à quoi renvoie B4. Appel à des concessions, appel à céder. Et B5 fait d'autres interventions de pression, ordonne, conseille, interrompt. Oui, c'est interrompt quelqu'un qui parle, etc. C'est très fréquent dans les négociations. Donc, tout ce deuxième ensemble d'interventions, ce que nous avons appelé intervention de pression, on voit bien que là, c'est pression, faire pression sur les autres pour qu'ils accordent plus. Et c'est tout en bleu. Donc, c'est du distributif. Troisième type d'intervention, les interventions relatives au contenu. Alors là, il y a d'abord les demandes. Toutes ces demandes, nous les avons classées dans l'intégratif. Pourquoi ? Parce que c'est demander des informations. Demander des informations à ceux qui sont là, mais aussi dire ah ben on va demander à notre expert qui n'est pas là, mais etc. Donc vous pourriez peut-être demander, on pourrait c'est finalement dire aux autres, mais consultez vos spécialistes, vos experts, vous en avez, ils ne sont pas là. Bon, mais allez, demandez-leur si c'est possible, etc. Donc, en termes de questions de demande. Demande d'information, demande d'opinion, demande de suggestion, demande de solutions possibles, qu'est-ce que vous proposez, etc. Voilà, les questions, c'est de l'intégratif. On ne fait pas pression à ce moment-là. On ne fait pas pression, on demande des informations ou des solutions. Et puis, les apports à ces demandes, les apports et les réponses, donner des informations, ça c'est du positif, c'est de l'intégratif, donner des opinions, des évaluations positives ou neutres par rapport à ce qui a été dit, ça c'est du l'intégratif, c'est ce que nous avons appelé C5+, parce que c'est positif, c'est dire « Ah oui, ce que vous venez de dire, c'est intéressant, on n'y avait pas trop pensé, mais c'est bien, oui, c'est intéressant ce que vous venez de dire. » Par contre, le C5-, c'est donner des évaluations ou des opinions négatives par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est le genre de réaction, d'où est-ce que vous sortez ça, c'est pas possible, etc. C5-, mais C6, c'est dire on est tout à fait en désaccord avec ce que vous venez de dire, c'est impossible, non. Ou ce que vous dites est totalement faux, voilà, genre de réaction. C7 est en accord avec ou approuve ce que vient de dire quelqu'un d'autre. Et enfin, C8, ça c'est l'éthique de conversation. C'est oui. Donc, on dit ça souvent dans une conversation. Oui,
Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire oui, je vous ai écouté, je vous ai entendu. Donc c'est ce que nous avons appelé moi ce que j'appelle ça des tics dans la conversation. Voilà. Prête attention à ce qu'a dit quelqu'un d'autre, oui, d'accord, ou répète ce que vient de dire quelqu'un d'autre. Donc ça, nous l'avons classé également dans l'intégratif. Donc vous voyez qu'il y a au niveau du contenu de l'intégratif possible, du distributif possible. Là, on aborde la quatrième catégorie. Donc il y avait les interventions au niveau des positions, les interventions de pression, les interventions au niveau du contenu, et maintenant ce que nous appelons les interventions affectives. Donc là, il y en a 3 catégories, 3 types d'interventions. Fait des interventions à valeur positive adressées à une personne ou à un groupe avec effet de détente. Exemple, féliciter, remercier, donner une opinion favorable sur une personne, sur un groupe, plaisanter, faire une blague, faire rire, etc. Voilà. Donc on a classé ça dans D1, du positif, mais on voit bien que là c'est beaucoup plus au niveau des relations interpersonnelles, du affectif. Par contre, D2, c'est exactement l'inverse. Donc la première, D1, on l'a classée dans l'intégratif, mais la deuxième dans conflictuel, dans le distributif, c'est fait des interventions à valeur négative adressées à une personne ou à un groupe avec effet d'accroître l'attention. Critiquer, accuser, se moquer, ironiser, manifester de l'hostilité, donner une opinion défavorable sur une personne ou un groupe. Donc là, on est en plein dans le distributif. Et enfin, la troisième des 3, manifestation collective d'hostilité. Alors ça, c'est dans les négociations. On a observé ça surtout dans les négociations, dans les conflits du travail, et non pas dans les négociations commerciales. C'est plusieurs personnes qui manifestent. Comment ? Mais comment pouvez-vous dire cela ? C'est scandale ce que j'entends, etc. Et plusieurs qui réagissent comme ça. Ah ben c'est bien encore la direction qui... En général, c'est les syndicats qui réagissent de cette façon. C'est bien à la direction de réagir comme ça. Bon, puis ça fait quelques minutes du foin dans le groupe. Donc on voit bien que les 2 dernières, D2 et D3, sont dans le distributif. Voilà. Et enfin, dernier type d'intervention, des interventions qui peuvent être classées ni dans l'une ni dans l'autre des dimensions intégratives ou distributives, ce sont toutes les interventions de procédure. Les interventions de procédure, c'est donner la parole à quelqu'un, ensuite indiquer qu'on enregistre. Ah, vous venez de dire ça, je vais noter dans mes notes. Ou bien quelqu'un qui se déplace, quelqu'un vient de dire quelque chose, il va le marquer au tableau. E3, c'est fait une intervention relative au cadre formel de la négociation, quand est-ce qu'on se revoit, l'horaire, une date, fixer une date, l'ordre du jour, mais ça c'est pas dans l'ordre du jour, etc. Impossible d'en parler, c'est pas dans l'ordre du jour. Ou bien, on pourrait rajouter ça dans l'ordre du jour. Bon, voilà. Donc ça, ce sont des interventions que nous avons évaluées comme étant neutres. Nous ne pouvons guère se classer dans l'une ou l'autre des autres dimensions. Ensuite, E4 propose une interruption de séance. Et E5, d'autres interventions de procédure, lire un compte-rendu, montrer des graphiques, accorder une suspension de séance, fermer la séance, proposer de signer un protocole, un texte, etc., etc. Tout ce qui est au niveau procédure. Voilà. Donc, voilà la grille qui nous permet et qui nous a permis, au cours de recherches ultérieures, de pouvoir coder, autrement dit, ce qui se dit au cours d'une séance de négociation. Et de pouvoir avoir accès justement à ces 2 dimensions dont parle Walton McCarthy, l'intégrativité et la distributivité, pour essayer de voir ce qu'il en est. Voilà. Avez-vous des questions à poser là-dessus avant de poursuivre ? Est-ce que c'est clair ce que je vous ai raconté ? Ça va ?
Oui? Pas de questions? Bon, eh bien, je poursuis. Alors, ce que je voudrais aborder maintenant, c'est finalement pourquoi les négociations arrivent à ne pas déboucher. Pourquoi est-ce souvent on est dans l'impasse? Autrement dit, comment expliquer que des négociations puissent durer 3 ans, 4 ans et quelques? Pourquoi l'impasse finalement? Pourquoi l'impasse? Alors je vais essayer de passer un certain nombre de raisons, de faire un peu l'inventaire de toutes les raisons possibles qui peuvent expliquer l'impasse. Première explication, les objectifs sont trop éloignés les uns des autres. Les points de résistance dont nous parlions tout à l'heure ne se recouvrent pas. Les marges de manœuvre sont complètement éloignées les unes de l'autre, les unes des autres, et donc les objectifs sont trop opposés, trop éloignés. Un accord n'est pas possible. Donc c'est l'impasse. Deuxième raison, c'est que les négociateurs présents ont une conception assez particulière de la négociation. Car vous pouvez avoir, et ça se rencontre fréquemment chez les représentants, les négociateurs, vous pouvez avoir une conception de la négociation comme étant une réunion où on essaye de trouver un accord, où finalement on sait bien qu'il va falloir faire des concessions. On a une conception un peu non pas de compétition, mais de coordination entre les différentes parties, donc de coopération. Eh bien, quand cette conception de la négociation n'existe pas et qu'on a une conception compétitive de la négociation, qui pour soi, finalement, la négociation est comme un combat, c'est comme une lutte, c'est à qui gagne et qui perd. C'est finalement, on est dans un jeu à somme nulle, comme disent les spécialistes de la théorie des jeux, on est dans une solution à somme nulle, il n'est pas question de perdre, on veut gagner le maximum. Donc, ça, c'est une conception compétitive de la négociation qui souvent explique qu'on ne parvienne pas rapidement à un accord. Donc une conception compétitive de la part d'une partie ou de toutes les parties présentes, finalement, cette conception de négociation, ce qui existe chez de nombreux négociateurs. Troisième raison, donc ça c'est la deuxième raison possible de l'impasse. Troisième raison de l'existence d'une impasse, c'est un pouvoir trop inégal entre les parties. Il y en a un qui est très fort, l'autre qui est faible. Donc le faible ne va pas céder, il refuse de céder, alors que celui qui a le pouvoir un peu plus important se dit « Pourquoi céder alors que je peux gagner ?» Donc je peux gagner en faisant pression sur les autres, ils vont bien céder. Donc pouvoir inégal, un pouvoir trop inégal peut expliquer qu'il y ait une très grande résistance du côté des plus faibles et qui les empêche d'arriver à un accord et de signer. Et puis, l'utilisation de tactiques de pression, dont on a parlé tout à l'heure avec la grille, utiliser des menaces, utiliser des mises en garde, des menaces, être constamment à susciter de la part des autres des concessions, utiliser l'agression, l'agressivité contre des personnes. Alors vous vous souvenez, dans notre 4e type d'intervention, c'est ironiser, se moquer, etc. Donc on peut utiliser ce genre d'intervention pour diminuer l'autre. D'où un effet d'escalade, tout ça. Si on est dans des tactiques de pression, etc., pour essayer de faire céder l'autre, en ne cédant pas soi-même, eh bien, c'est l'effet d'escalade et la compétition s'entretient. Et nous y reviendrons dans quelques minutes. Autre raison qui peut expliquer l'impasse, l'absence de motivation à parvenir à un accord. Vous avez des négociations, parfois, qui s'établissent avec des gens qui viennent en négociation en sachant et en s'étant mis d'accord entre eux, au sein de la même délégation, on ne cédera rien. On vient parce que
ça fait bien de négocier, et on ne concédera rien du tout. Donc, en absence d'une motivation à parvenir à un accord, l'impasse est impossible à éviter. Dernière raison, avant-dernière raison, c'est une mauvaise préparation. On n'a pas fait, alors, tous les auteurs qui s'intéressent à la négociation, y compris moi-même, on centre beaucoup sur la nécessité d'une préparation intense avant d'aller autour de la table rencontrer les parties adverses. C'est important de faire l'inventaire de toutes les concessions possibles qu'on peut faire, évidemment de celles qu'on ne pourra pas faire aussi. Mais si on n'a pas fait une bonne préparation, si on a par exemple une méconnaissance des positions de l'autre, si on a une méconnaissance des positions de l'autre, on va arriver à la négociation dans de mauvaises conditions. On peut avoir aussi mal préparé son propre dossier. Donc, dans une négociation, il faut connaître le dossier de l'autre. Mais aussi, il faut avoir bien préparé son propre dossier. Je voudrais faire une remarque là. La COP 21. Pourquoi est-ce que la COP 21 a réussi, finalement, à aboutir à un accord ? 1 an de préparation du côté français. Donc la COP 21, à la différence de celle de Copenhague, avait été bien préparée. Il faut dire que Copenhague avait servi de leçon. Et donc la COP 21 a été préparée pendant 1 an. Et donc c'est cette préparation intense avec une connaissance des dossiers et des échanges préalables en bipartie ou multipartie, mais une préparation qui permettait d'essayer de préparer un accord possible. Donc la préparation, c'est quelque chose de fondamental, et une impasse est souvent le résultat d'une mauvaise préparation de son propre dossier et d'une mauvaise connaissance du dossier des autres. Et puis, ne le cachons pas, il y a parfois des dissensions internes qui font qu'au sein d'une même délégation, il peut y avoir des relations difficiles, des positions un peu différentes, qui font que, on n'aboutit pas. Dernière raison de l'impasse possible, on a une solution de rechange. Si on n'arrive pas à un accord, tant pis, mieux vaut l'impasse qu'un mauvais accord. Et vous avez beaucoup de négociations qui aboutissent à une impasse à cause de cela. On a une solution de rechange, c'est-à-dire que si on ne se met pas d'accord, on a une solution. Exemple, dans les conflits du travail, qui est le domaine que je connais le mieux, au niveau des territoires, vous avez peut-être des exemples de ce type aussi. Finalement, le syndicat ne va pas se concéder parce qu'il sait très bien que les salariés sont prêts à se mettre en grève. Donc la solution de rechange, s'il y a une négociation interne entre salariés et direction qui n'aboutit pas, c'est la grève. Donc pourquoi accepter un accord qui nous semble très néfaste pour nous, alors qu'on peut très bien justement montrer notre force en faisant grève? Ça, c'est la solution de rechange du côté salarié. Solution de rechange souvent du côté de l'entreprise. S'il y a des grévistes, on les remplacera. On les remplacera par des gens de l'entreprise, par des gens de filiales, etc., etc. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est une stratégie, et finalement, l'impasse n'est pas un échec, c'est au contraire un plus, puisqu'on n'accepte pas, c'est éviter un mauvais accord, un accord qui nous semble impossible. Voilà. Donc, voilà pourquoi, souvent, on aboutit à une impasse. Le point que je voudrais aborder maintenant, c'est comment sortir de l'impasse. Et c'est cela qui est important. Comment sortir de l'impasse. Alors, il faut bien dire que c'est une opération délicate. Pourquoi ? Parce que pour sortir de l'impasse, il faut changer de stratégie. D'une stratégie compétitive, d'une stratégie où la distributivité est importante, il faut passer à des attitudes plus coopératives, à une stratégie de coopération avec les parties adverses.
là où les parties adverses. Donc la première difficulté, c'est évidemment de changer de stratégie. C'est de passer d'une stratégie un peu compétitive à une stratégie plus coopérative. Et cela, ça demande des discussions internes, d'où la nécessité d'une négociation interne, et donc les négociateurs reviennent vers leurs mandants pour leur dire, bah voilà, on n'y arrive pas, faut peut-être quand même faire des concessions un peu plus osées, aller un peu plus dans le sens de ce que les autres demandent, sinon ce sera l'impasse encore. Donc, négocier avec ses mandants, c'est ça qui est important. Donc, ce que va faire cette négociation interne, c'est changer les points de rupture. C'est-à-dire faire converger, essayer de se rapprocher, supposons que vous soyez représentant de la direction de l'entreprise, faire se rapprocher, alors dans une négociation salariale, on voulait donner 1% d'augmentation à rien d'autre, c'est, on peut peut-être aller vers 1,5%, voilà, 1,5%, ce serait peut-être quand même un peu nécessaire si on veut arriver à un accord. Donc, modifier les points de résistance, modifier les points de rupture, si on veut, et cela est évidemment quelque chose qui se négocie au niveau interne. Or, les négociations internes sont tout aussi difficiles parfois que les négociations avec les parties adverses, parce que vous avez des points de vue différents, des intérêts différents au sein d'une même organisation, que ce soit côté salarié ou côté entreprise. Vous avez là aussi des intérêts qui peuvent être un peu différents. La direction des ressources humaines peut ne pas avoir les mêmes intérêts que la direction financière, par exemple, ou la direction de production peut avoir des intérêts différents de la direction commerciale. On voit très bien au niveau des entreprises des conflits internes de ce genre, et ça se vit aussi dans ces négociations internes. Bon, et pourquoi pas essayer de chercher une solution dite intégrative, dont je parlais tout à l'heure. Les solutions intégratives, c'est-à-dire faire des propositions nouvelles, mais proposer des compensations sur un autre domaine. Si on discute, si on négocie sur plusieurs points, on peut céder sur l'un pour ne pas céder sur l'autre. Donc offrir des compensations. Autre développement stratégique, s'intéresser aux intérêts des parties adverses. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'ils tiennent tellement aux positions qu'ils défendent? Qu'est-ce qu'il y a par-dessous? Quels sont les intérêts? Et finalement, c'est cela qui est à rechercher lorsqu'on est dans l'impasse. Mais quels sont les intérêts sous-jacents qui ne sont pas dits? Parce que dans les négociations, on parle de propositions techniques, de propositions concrètes, on parle rarement des principes qui sont par derrière, on parle rarement des intérêts qui sont sous-jacents. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, dans des négociations, alors qu'on a des priorités différentes entre partenaires, on ne se les dit pas, et donc on est dans l'impasse. Alors que si on s'avouait que finalement, pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure de négociation commerciale, si finalement le vendeur arrive à dire que finalement c'est le prix qui l'intéresse, mais qu'il peut livrer beaucoup plus rapidement, et si l'acheteur dit bah oui, moi je veux bien céder au niveau du prix, mais il faut que je sois livré très rapidement. Bon, mais si on ne se dit pas cela, on n'avance pas. Donc ça demande un changement radical de stratégie, avouer, énoncer les intérêts sous-jacents des positions qu'on défend. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Eh bien, donc ça implique qu'au sein, une fois qu'on s'est mis d'accord dans cette négociation interne, ça veut dire que lorsqu'on reprend les négociations au niveau plénier, au niveau de la table, eh bien, qu'on adopte des interventions différentes, des comportements différents, et qu'on adopte des comportements plus coopératif, intégratif. Et donc c'est cela qui nous a intéressés lorsqu'on a fait une recherche avec
une de mes doctorantes qui est maintenant qui enseigne à l'ESCP, qui s'appelle Maria Koutsougoulou. Elle a fait sa thèse avec moi et nous avons en partie, une partie de sa thèse a consisté à essayer de rechercher, et c'est ça le titre de la conférence que je vous donne, quelle est la dynamique de la distributivité et quelle est la dynamique de la flexibilité, c'est-à-dire une partie des comportements intégratifs, ceux qui conduisent directement à un accord. C'est ça qu'on a appelé les comportements de flexibilité. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer de savoir par quoi sont amenés les comportements qui vont amener à un accord. Qu'est-ce qui les précède et qu'est-ce qui les suit? Autrement dit, c'est de voir au niveau de la succession des interventions dans une négociation, qu'est-ce qui vient juste avant des comportements de flexibilité. Qu'est-ce qu'on a appelé comportement de flexibilité? Non. Voilà le schéma que je veux vous montrer. Donc au milieu, vous avez, dans le rectangle du milieu, ce que nous avons appelé les comportements de flexibilité. Nouvelles propositions, que ce soit énoncé de nouvelles propositions ou que ce soit intégré dans sa proposition une partie qui figurait dans la proposition de quelqu'un d'autre. Donc c'est au niveau des positions, ce qui était tout à l'heure à 2, à 3, à 4 et à 5, ou à 6, voilà. Autrement dit, tout ce qui est nouvelle proposition. C'est également demande de suggestions, de solutions possibles. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles solutions vous envisagez? Évaluation affective positive, ça c'était le D1 de tout à l'heure. Et puis être en accord, l'approbation. Donc voilà, un ensemble d'interventions que nous avons extrait de la dimension intégrative et que nous avons considéré comme étant des comportements qui peuvent amener à un accord assez rapidement, que nous avons appelé comportement de flexibilité. Alors, ce qu'on s'est demandé, qu'est-ce qui les précède et qu'est-ce qui les suit? Eh bien, ce qui les précède, c'est de l'intégratif pour la grande majorité des nouvelles propositions. Autrement dit, une nouvelle proposition est précédée par quelqu'un d'autre qui a fait une nouvelle proposition. Demande d'opinion, demande de suggestions de solutions possibles et des interventions de procédure. Donc voilà, pour intervention de procédure, c'est neutre, mais les trois premières, nouvelles propositions, demande d'opinion et demande de suggestion, c'est de l'intégratif. Curieusement, il y en a une qui apparaît, c'est manifestation collective d'hostilité. Or, donc, ce que je décrivais tout à l'heure comme une manifestation de plusieurs qui se révoltent, qui disent comment est-ce qu'on peut dire ça, etc. Finalement, ça amène ceux qui l'ont dit à sans doute se dire on a peut-être été un peu loin, et ça les amène à faire de nouvelles propositions, ou ça les amène à faire une demande de suggestion. Donc on voit que ce qui précède ces comportements de flexibilité qui vont nous amener à un accord, c'est de l'intégratif pour la plupart. Et ce qui suit, eh bien, c'est le rectangle de droite, c'est de nouvelles propositions. C'est parfois, malheureusement, refus et rejet de la proposition. Ben oui, quelqu'un fait une proposition, mais ça peut ne pas être accepté. Mais en général, tout ce qui suit, c'est plutôt du positif, c'est plutôt de l'intégratif. Nouvelle proposition, demande d'opinion, évaluation contextuelle positive. Ah, ce que vous venez de dire, c'est intéressant, oui. Évaluation affective positive, promesse, bon, ça c'est... On l'avait considéré comme étant du distributif, mais bon, si vous faites ça, on va vous accorder ça, c'est ça, promesse. Ça. Si vous nous donnez ça, ben oui, on peut... Donc, promesse, c'est pas encore sûr, mais c'est une possibilité. Et intervention de procédure. Voilà. Donc, on voit bien, on retrouve là la dimension
intégrative décrite par Walton et McCarthy. On voit bien qu'il y a une certaine unité dans cette dynamique qui nous conduit à l'accord. Si on passe à la distributivité, que nous avons au milieu, on a le rectangle du milieu qui est refus, rejet de propositions, c'est tout, finalement c'est toute la dynamique, tout l'ensemble des interventions de conflictuelles, distributivité au milieu. Qu'est-ce qui précède? Les évaluations affectives négatives, c'est-à-dire des évaluations très agressives, évidemment, données par quelqu'un, engendrent des comportements conflictuels, des comportements distributifs, qui engendrent des tactiques de pression. Voilà, pour l'essentiel. Alors, je vous passe le détail. On voit bien là qu'il y a une dynamique de la conflictualité qui se reproduit. De même que l'intégratif a tendance à se reproduire, de même le conflictuel a tendance à se reproduire. On voit bien que les deux dimensions de Walton McCarthy se retrouvent dans notre recherche. Alors je vous passe sur le détail statistique. On a fait évidemment toute une tâche. On a mis ça sur ordinateur, on a fait tout un travail statistique pour isoler ce qui précède comme étant le plus fréquent, bien évidemment. C'était des taux de liaison fréquents pour dire qu'est-ce qui précède et qu'est-ce qui suit. Voilà. Donc on se rend compte qu'il y a donc une dimension bien précise, l'intégratif, et une dimension bien différente, la conflictualité, la distributivité. Le problème, c'est comment passer du distributif à l'intégratif. Rappelez-vous ce qui était juste avant. Dans la flexibilité, on voit qu'il y a manifestation collective d'hostilité. Ah, ça c'est du distributif. Eh bien, ça a créé de l'intégratif, de la flexibilité. Autre exemple, toutes les interventions de procédure, je ne suis pas rentré dans le détail, mais on voit qu'il y a des interventions de procédure qui peuvent entrer dans cette dynamique de l'intégratif. Et ces dimensions de l'intégratif, c'est E2, E3 et E5. Et ça renvoie, donc, je regarde mon papier pour ne pas dire de bêtises, l'intervention de procédure qui conduisent à de l'intégratif, c'est indique qu'il enregistre ce qu'a dit quelqu'un ou note ostensiblement ce qui vient d'être dit. Non, tiens, ça veut dire intéressant. E3 fait une intervention relative au cadre formel de la négociation, l'horaire, l'ordre du jour, le calendrier, etc., le lieu, etc. Et E5, autre intervention de procédure, lire un compte-rendu, montrer des graphiques, accorder une suspension de séance. Ah, voilà qui est intéressant. Donc s'il y a trop de conflits, on peut dire, écoutez, on va s'arrêter là, on se retrouve dans 1 heure. Suspension de séance, ce qui va permettre à chaque partie de se concerter et peut-être d'élaborer de nouvelles propositions. Donc, on voit là comment on peut, par le biais d'intervention de procédure et par le biais de questions, parce que finalement, je disais tout à l'heure, passer du distributif à l'intégratif, c'est s'intéresser aux intérêts. C'est poser des questions. Qu'est-ce qui fait que les autres sont tellement accrochés à leur position? Donc, c'est s'interroger soi-même et leur poser la question. Autrement dit, pour sortir du distributif, il faut poser des questions aux autres. Poser des questions aux parties adverses. Et c'est ça, c'est la stratégie intégrative qu'on a éventuellement décidé d'adopter, passe par des comportements bien précis qui consistent à poser des questions, faire éventuellement une suspension de séance, accorder une suspension de séance, etc. Donc, chercher quelles sont les motivations des autres. Pourquoi ils insistent tellement sur tel et tel point? Qu'est-ce qui les fait
réagir aussi agressivement. Donc voilà. Et finalement, qu'est-ce que vous proposez? Voilà le genre de questions. Qu'est-ce que vous pensez? À quoi ça vous fait penser? Etc. Des questions qui vont permettre à tout le monde de changer d'attitude et d'agressivité, d'attitude agressive et d'attitude d'intervention de pression, donc passer à autre chose de plus coopératif. Donc voilà, cette recherche nous a bien mis statistiquement prouvé qu'il y avait des liens entre ces différents types d'interventions et que les comportements de flexibilité qui peuvent conduire à un accord ne sont pas précédés par n'importe quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les négociateurs doivent se rendre compte que lorsque on est dans une difficulté, il faut poser des questions. Et c'est ainsi qu'on peut s'acheminer progressivement vers un accord. Voilà, bon, ça c'était pour vous montrer un peu la dynamique de ces deux grandes dimensions de Walton McCarthy. Il reste que parfois on n'en sort pas de l'impasse et que les négociateurs sont bien embêtés. S'ils voulaient trouver un accord, parfois ils sont bien ennuyés et la seule ressource qu'ils ont, parfois, c'est de faire appel à la médiation. Donc ça pourra être le dernier point de mon intervention. Je souhaiterais que si vous avez des questions, des remarques, des choses à dire, vous le fassiez. Et puis on peut entrer rapidement ensuite dans cette dynamique de la médiation. Est-ce que vous avez des remarques à faire, des questions à poser, des choses que vous avez vécues, ça vous a fait penser à quelque chose? Je ne suis pas centré sur les conflits dans le territoire parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Je ne suis ça que par la presse, mais pas par les recherches que j'ai pu faire avec mes étudiants. Donc c'est vous qui savez. Donc peut-être vous avez des choses à commenter. Si vous le souhaitez. Après? Ok. D'accord. Ok. Bien sûr. Donc, je voudrais terminer mon intervention en disant que finalement, quand on n'arrive pas à sortir de l'impasse, quelquefois, la ressource, c'est de faire appel à une tierce partie, la médiation. Qu'est-ce que c'est que la médiation? Et alors qu'en France, on a beaucoup de mal à diffuser cette procédure de résolution des conflits. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que jusque dans les années 90, alors moi j'ai beaucoup étudié, comme je vous le disais, je me suis centré sur les conflits du travail. Donc il y a eu de temps en temps, des interventions de médiateurs dans les conflits du travail, oui. Donc le ministère du Travail a toute une liste de médiateurs. Et il y a aussi les intervenants au niveau locaux, les représentants du ministère du Travail dans le centre du travail et de la main-d'œuvre, etc. L'emploi. Bon, bref, il y a des médiateurs qui peuvent intervenir dans les conflits au sein d'une entreprise si on fait appel à eux. Que va faire quel est le rôle du médiateur? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Et finalement, en France, il y a une grande méfiance à l'égard de la médiation parce qu'on ne sait pas très bien en quoi consiste le rôle du médiateur. Le médiateur n'est pas un décideur. Ça, c'est le point fondamental. Autrement dit, le médiateur ne va jamais imposer sa solution ou une solution. Le médiateur est là en tant que facilitateur. Il est là pour aider les parties à trouver eux-mêmes une solution. Donc il est là pour aider, faciliter l'accession à une solution, mais ce sont les parties présentes qui doivent trouver ces solutions, avec l'aide du médiateur. Donc le médiateur, en dehors des séances plénières, peut très bien aller travailler avec les uns et avec les autres, les aider à avancer
dans l'analyse de ce qui se passe au niveau de la négociation, à avancer dans le choix de concessions nouvelles à faire, par exemple. Le médiateur peut faire la navette entre les différentes parties et ainsi progressivement faire avancer les choses. Mais ce n'est pas lui qui va décider. Il est là pour aider à avancer. Donc, que va faire... Donc, ça c'est le premier point, ça n'est pas un décideur. Il est là pour faciliter les choses. Ensuite, il doit être extérieur au conflit. C'est la possibilité pour lui d'aider les autres. C'est de ne pas intervenir au niveau du contenu, de ne pas avoir des intérêts dans le conflit en question. Donc le médiateur est donc quelqu'un d'extérieur au conflit. Il n'est pas partie prenante au conflit, même si dans certaines situations, il fait partie de l'entreprise. Vous savez qu'il y a des médiateurs dans les grosses sociétés, qu'il s'agisse des sociétés publiques, des sociétés privées. Il y a des médiateurs pour régler les problèmes entre l'entreprise et ses clients, par exemple. Mais peut y avoir aussi, dans les grosses sociétés, une instance de médiation dont quelques représentants des cadres qui peuvent être là, en général c'est plutôt d'anciens représentants de la direction des ressources humaines, qui peuvent être là pour tenter à aider des dirigeants qui peuvent être en conflit les uns avec les autres. Autrement dit, il peut y avoir une médiation interne au sein des entreprises. Bien sûr, c'est quelqu'un de l'entreprise, mais quelqu'un qui n'est pas partie prenante au conflit. Donc vous pouvez très bien avoir un conflit entre deux directions, deux directeurs, ou au sein d'une direction, vous pouvez avoir un conflit entre des cadres importants qui ne s'entendent pas et qui sont en conflit permanent. Ça arrive fréquemment, malheureusement. Eh bien, un médiateur peut les aider à trouver une solution sur un point bien précis qu'ils ont en conflit. Mais le médiateur n'est pas partie prenante au conflit. Il est extérieur. Donc, premier point, il n'est pas un décideur, il est extérieur au conflit et il doit être impartial. Autrement dit, ne pas jouer un jeu qui consisterait à donner raison à l'un contre l'autre ou à donner raison aux uns contre les autres. Il est impartial. Je ne dirais pas, comme on dit souvent, qu'il est neutre. On n'est jamais neutre. Le médiateur peut très bien avoir des sentiments d'un côté ou de l'autre, se sentir plus proche des positions des uns et des autres. Mais il doit être impartial, c'est-à-dire ne pas le dire. Il peut le ressentir. Et c'est ça la difficulté du travail, du rôle de médiateur, c'est d'être impartial, d'être non décideur. C'est parfois difficile parce que quand on est un cadre dans une entreprise, quand on est un cadre de syndicat, on est habitué souvent à prendre des décisions, mais le médiateur n'a pas de décision à prendre. Donc, quelle est sa tâche ? Eh bien, sa tâche, c'est justement de faire passer du distributif à l'intégratif. Donc, c'est pour ça que le schéma que je vous donnais tout à l'heure est important au niveau du médiateur, parce que c'est lui qui va agir ainsi. Autrement dit, le médiateur est là pour poser des questions. Il est là pour faire parler les gens et il est là pour faire sortir, dans la mesure où c'est possible, les intérêts sous-jacents, les motivations concrètes qui font qu'on défend telle et telle position. Donc c'est un rôle difficile, d'autant plus que souvent il y a de l'agressivité, que le médiateur peut être aussi recevoir cette agressivité et être un peu agressé par certains participants. Donc là aussi, il y a à résister à l'envie de répondre. Quand on peut être agressé comme médiateur, parfois, puisque vous êtes là, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Par exemple, le médiateur répondra, mon avis n'importe pas dans la situation qui nous occupe là. Je n'ai pas à donner mon avis, c'est à vous de trouver les solutions. Et je suis là pour vous aider, mais pas pour donner mon avis. Donc, il peut être comme ça on peut essayer de le coincer. Donc, ce qui fait que le médiateur peut être efficace, c'est qu'il utilise
ce que nous avons mis en évidence dans cette recherche sur la dynamique de la flexibilité, il essaye d'utiliser justement ce qui peut faire passer du distributif à l'intégratif, à la flexibilité. Autrement dit, utiliser beaucoup les questions et faire parler, poser des questions. Éventuellement, quand il sent que c'est mûr, il peut faire des propositions. Il peut arriver dans certains contextes de médiation que le médiateur, au bout de plusieurs heures ou de plusieurs séances, de plusieurs années de conflit, il peut, alors ce n'est pas le médiateur qui aura été là pendant les années, mais s'il intervient à un moment bien précis, ayant travaillé, fait la navette avec les uns et les autres, il peut se dire, tiens, sur ce plan-là, il y aurait peut-être un accord possible. Il en parle aux uns et aux autres. S'il a le sentiment que personne n'est vraiment contre cette proposition, il peut faire ouvertement la proposition. Et si vous vous mettiez d'accord là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Proposition, pas décision. Il suggère, il propose, c'est tout. Donc c'est un métier difficile. Voilà pourquoi il est peu pratiqué en France, parce qu'il y a beaucoup de méfiance. Parce qu'en France, on croit que souvent, les différentes parties croient que le médiateur est là pour imposer une décision, une solution. Surtout, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais dans les problèmes de territoire, je suppose que le médiateur peut être perçu comme quelqu'un d'envoyé par le représentant de l'État ou des communes, des territoires pour essayer de trouver une solution et d'imposer une solution. Mais finalement, le médiateur, ce n'est pas son rôle. Mais l'idée, la représentation qu'on peut avoir du médiateur, c'est que c'est un décideur qui va finir par nous imposer une solution. Eh bien non. Si le médiateur fait bien son métier, ce n'est pas cela qu'il fera. Il n'imposera pas, il ne fera que quelques propositions au maximum, mais jamais imposer une solution. Alors, la médiation, en général, réussit, mais elle peut rater aussi. Il y a des échecs, et j'ai le souvenir d'une médiation qui a eu lieu dans les conflits de la SNCM, cette société maritime, hein, donc, qui fait la Corse, etc., où il y a beaucoup de grèves. Et il y a quelques années, Bernard Brune avait été nommé comme médiateur pour essayer de trouver une solution. Et bien, ça a été un échec. Ceci pour dire que la médiation, à peu près dans les deux tiers des cas, dans à peu près entre 65 et 75%, aboutit. Dans d'autres cas, ça peut arriver qu'il y ait des médiations qui ne soient pas un succès, qui soient un échec. Parce que les parties prenantes ne veulent pas faire d'accord. Mais voilà. Donc, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que pour qu'il y ait médiation, il faut évidemment que les différentes parties prenantes soient d'accord pour qu'il y ait médiation d'abord, et qu'ils soient d'accord pour que ce soit monsieur ou madame machin qui soit médiateur ou médiatrice. Autrement dit, il y a un accord indispensable pour que la médiation puisse avoir lieu. Sinon, évidemment, si les gens sont contre, ça ne servira à rien. Donc, ça suppose un accord préalable des uns et des autres. Alors, la médiation intervient maintenant dans de très nombreux domaines. La France a mis beaucoup de temps à s'y mettre. Mais finalement, en France, maintenant, la médiation intervient dans beaucoup de domaines. Et il y a un point très important, c'est qu'il y a une loi. Il y avait une loi de 1955 qui établissait la médiation dans les conflits du travail. Donc ça remonte à très loin. Et malgré ça, il n'y a quand même pas eu beaucoup de médiation dans ce domaine. Mais depuis 1995, il y a ce qu'on appelle la médiation judiciaire. Autrement dit, cela veut dire que dans les procès, un magistrat peut faire appel, s'il le ressent le besoin, à un médiateur ou une médiatrice pour essayer de faire rapprocher les points de vue des opposants. De même qu'au niveau commercial, il y a des organismes qui s'occupent de médiation dans les conflits commerciaux.
Par exemple, à la Chambre de commerce de Paris, il y a un service qui est centré là-dessus, sur la médiation dans les conflits entre entreprises et qui forme également des médiateurs. Donc, depuis les années 90 à peu près, la médiation commence à exister dans notre pays. Vous savez qu'il y a la médiation de la République. Bon, bien sûr, il y a la médiature de la République. Au sein des grosses entreprises, il y a des médiations pour régler les problèmes entre clients et entreprises. Il y a ce qu'on appelle la médiation familiale, où maintenant il y a un diplôme d'État de médiation familiale. Il y a beaucoup d'associations qui réunissent des médiateurs et qui font de la formation de médiation. À la Cato, il y a toute une cellule qui s'appelle l'IFOMEM et qui prépare, qui forme des médiateurs. Donc ça commence à venir en France. Ce n'est pas encore un métier, mais à côté d'un métier, on peut être médiateur. Et les magistrats, dans le domaine du droit de la famille, font maintenant en France pas mal appel à la médiation, parce que dans le domaine familial, le droit capote en général pour trouver des solutions qui satisfassent les conjoints ou qui satisfassent les problèmes entre parents et enfants, etc. Les notaires pourraient vous en parler. Alors, des conflits dans le domaine de la succession, alors là, ils en connaissent un rayon et ils ont parfois du mal à servir de médiateur, justement, lorsque dans des successions, comme il y a beaucoup d'argent souvent impliqué, il y a des conflits. Et donc, le notaire, parfois, peut faire le métier de médiateur. Ceci pour dire que médiateur, ce n'est pas encore un métier, mais qu'à côté d'un métier, on peut prendre ce rôle, cette fonction de médiateur, que ce soit dans une entreprise, que ce soit comme notaire, que ce soit au sein d'une association, etc. Mais ça suppose qu'on ait un autre métier rémunérateur. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette dynamique et de ce passage de la conflictualité à la coopération au sein de négociations. Et ça n'est pas facile. Et ça prend souvent beaucoup de temps. Voilà, la parole est à vous maintenant.